Comment rester serein quand tout s'effondre de Fabrice Midal aux éditions Flammarion, Versilio. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'une crise? La crise n'est pas forcément une expérience négative, c'est une opportunité pour reconstruire. Depuis que son mari l'a quittée, l'une de mes amies traîne sa peine, persuadée que sa vie est terminée. C'était il y a 2 ans. Elle a perdu toute joie de vivre. Elle assure au travail parce qu'il faut bien payer les factures en fin de mois. Le reste du temps, elle se morfond. Il lui arrive de passer 2 ou 3 jours de suite au fond de son lit, minée par des bouffées d'angoisse. Avec ses copines, qui ne l'ont pas abandonnée, elle continue de ressasser son malheur ou de se nourrir de l'illusion d'un prince charmant. Elle ne s'en sort pas. Elle ne voit pas d'issue à sa situation, en dehors d'un retour à ce qui était, mais qui n'est plus et ne sera jamais plus. Mon amie a été désarçonnée par la crise qu'elle a traversée, et c'est normal. Le choc a été d'autant plus rude qu'elle n'avait pas voulu en voir les prémices. Elle a été tétanisée, paralysée. C'est normal aussi. Du jour au lendemain, tous ses repères avaient disparu. Mais cette paralysie a trop duré. 2 ans, c'est long dans une vie. L'autre jour, elle me parlait encore de sa situation, de ses angoisses, de ses doutes. Je lui ai répondu « YG ». YG est le mot que les Chinois utilisent pour dire crise. Y signifie le problème, la difficulté. Le divorce de mon ami, la faillite qui menace une entreprise édifiée à la force du poignet, une maladie grave, etc. J, qui lui est soudé, est la chance, l'opportunité, le dynamisme. C'est ce qui met en mouvement et qui, dans l'entendement chinois, est intrinsèque à la crise. YG, la crise, est vue dans sa globalité, comme un entre-deux, une période entre la survenue du problème, le moment où il se déclenche, et ce qu'il va entraîner, un changement certain. Entre ce qui vient de se fermer et ce qui s'ouvre. Certes, une crise nous sort de notre zone de confort. C'est une période qui, par définition, est faite d'indécision et d'incertitude. Mais elle débouche forcément sur de nouveaux possibles qui sont induits par les changements produits. Nous n'avons plus les mêmes cartes en main, mais nous n'allons pas pour autant quitter la table de jeu, puisque nous avons de nouvelles cartes pour jouer une nouvelle partie. C'est la loi de la vie. YG n'est pas une chambre forte dans laquelle on se serait enfermé. Tout n'est pas fini, loin de là. C'est plutôt un tunnel, plus ou moins long et ardu à traverser, et dans lequel il faut donc avancer. On peut toujours avancer, car la crise, aussi difficile soit-elle, nous offre une belle compensation. Elle a la faculté rare de nous donner des ailes. J n'est ni une blague, ni une théorie déconnectée de la réalité. Avec le recul, si nous regardons les crises que nous avons traversées dans le passé, nous réalisons souvent qu'elles ont été un cadeau de la vie, un J. Mon amie était dubitative. Je lui ai donc raconté l'histoire du homard. Le homard grandit tout au long de sa vie. Le plus vieux spécimen atteint facilement plus d'1 mètre. Mais leur carapace, elle, ne grandit pas. Tous les quelque temps, le homard a le même ouaille, le même problème. Il est trop à l'étroit dans cette carapace. Il étouffe, il stresse. Rester zen ou essayer de positiver ne lui servirait à rien. Il lui faut prendre le courage d'aller vers une solution, sinon il mourra. Son Ji réside dans les rochers contre lesquels il va se frotter jusqu'à se détacher de sa carapace. C'est une décision difficile à prendre. Sans cette armure, il est nu
vulnérable. Il constitue une proie idéale pour tous les prédateurs. Mais il n'a pas d'autre choix que d'avancer dans son tunnel. Une fois dépouillé de cette carapace, il se tapit sous le rocher. Mais il reste en mouvement. Il travaille à se fabriquer une nouvelle carapace, plus grande, plus confortable, et ainsi résistante que la précédente. Le why lui est salutaire. Il l'a alerté, il l'a forcé à se reprendre en main, à trouver une issue, à entrer dans le Ji. L'histoire du homard est celle de toute vie humaine. Que nous le voulions ou pas, nous allons inévitablement rencontrer des difficultés, affronter des crises. Et comme le crustacé qui se sent étouffé dans sa carapace, même si nous y sommes préparés, nous allons, dans un premier temps, être surpris par le mur qui vient de se dresser devant nous. Nous allons nous sentir démunis, affaiblis, vulnérables. Dans ces circonstances, nous avons spontanément tendance à recourir à une solution de facilité, attendre que ça aille mieux. Mais qu'adviendrait-il du homard s'il attendait dans sa vieille carapace que ça aille mieux? J'ignore si la pensée chinoise s'est inspirée de la sagesse du homard, mais celle-ci est, dans sa tactique, au cœur de tous les traités de stratégie qu'elle a élaborés depuis des siècles. L'art du stratège, nous enseigne ce traité, consiste à dépasser le plus rapidement possible la phase d'attentisme et d'immobilisme, car elle conduit à un échec inéluctable. Concrètement, le homard ne va pas en rester à se morfondre dans sa carapace devenue trop étroite, et ce n'est pas en se cachant au fond de son lit à ressasser des idées noires et à se dire que sa vie est finie, que mon amie parviendra à la sortie du tunnel qu'elle ne traverse pas, mais dans lequel elle s'est cloîtrée. Car son problème n'est pas la solitude, mais la façon dont elle s'y est enfermée. Le premier pas nous semble le plus difficile. Par où faut-il commencer? Dans quelle direction faut-il aller? Ne vaut-il pas mieux rester prudent? Au contraire, chevauchez l'obscurité et la confusion et rendez par elle votre ennemi impuissant, conseillait le livre des 36 stratégies, un classique chinois dont la particularité est de partir de problèmes concrets pour élaborer l'intelligence de la situation. Ce conseil nous paraît étrange, voire effrayant de prime abord. Non seulement je n'ai pas envie de chevaucher l'obscurité, la confusion et les emmerdes qui sont mes ennemis, mais j'ai surtout hâte de les voir disparaître. Or, on le sait, toute expérience, elle ne se volatilise pas d'un coup de baguette magique. Les chevaucher est une voie de libération. Puisque je ne peux pas les fuir, je vais les apprivoiser. Elles sont le cheval que je vais dompter. Je vais les approcher, les regarder, entrer en rapport avec elles, prendre appui sur elles pour réussir à les maîtriser. Mon adolescent ne veut plus aller à l'école? Je ne fais pas semblant que tout va bien. Je vais entrer en rapport avec ce qu'il se passe, dialoguer avec lui pour vaincre l'obstacle. J'ai un dossier compliqué à boucler? Je peux essayer de le remettre au lendemain, mais viendra le moment où il me faudrait bien m'en saisir, chevaucher mon obscurité et sa confusion pour les apprivoiser et ainsi les vaincre. L'ennemi peut aussi bien être ma paresse, mon découragement, que la grille de mots croisés dont la difficulté fait le régal des amateurs.
chevauchons les emmerdes, comme un cruciverbiste chevauche une grille. Rentrer dans le mouvement inhérent à la crise, dans son dynamisme, se laisser pousser en avant par elle, est une constante de la pensée chinoise. Depuis la nuit des temps, celle-ci est tournée vers la logique de l'action, par opposition à la logique du pur savoir. La logique du pur savoir est prudente. Elle nous conseille de trouver des réponses avant de passer à l'action. Je suis au chômage, je vais rêver la nouvelle vie que je souhaite me construire, m'interroger indéfiniment sur mes envies, sur les perspectives du marché, sur les embûches que je vais éventuellement rencontrer. Mes questions assorties des réponses théoriques vont alimenter l'angoisse qui est mon principal ennemi. Je vais avoir peur. Les chiffres prouvent que le marché de l'emploi est bouché, mon bilan de compétences m'indique une voie qui est encore plus inaccessible que les autres, etc. Et attendre de ne plus avoir peur. Je vais avoir mal et patienter en broyant du noir. Je vais douter et, dans le meilleur des cas, me dire qu'une solution finira bien par advenir. Tant que je n'ai pas tous les éléments en main, je n'agirai pas. La logique de l'action, elle, part du principe que le chemin se découvre à celui qui s'y aventure. Entre dans la nuit, entre dans les possibles. Si je me lève de mon canapé, la possibilité que je glisse et que je me casse un bras ou une jambe sera toujours là. Je prends donc un risque. Mais c'est ce qui va me permettre de préparer le repas, d'aller au travail, de voir mes amis, de vivre. C'est la dynamique du réel. La logique de l'action n'est pas propre à la Chine. Elle fait partie du socle commun des sagesses de l'humanité. Les Grecs l'ont développée à travers le concept de krinein, duquel découle le mot crise. Krinein signifie séparer et trier afin de choisir et décider. C'est un processus salutaire qui ne se limite pas à une description objective et distante du réel, mais qui implique un engagement actif. Je vais observer, certes, mais en même temps, je vais opérer des choix, me situer par rapport à ce réel qui me concerne. Je vais décider au lieu de me laisser engluer dans la décision. Je ne suis pas spectateur de ma propre vie, je suis acteur de ce qu'il se passe. Je ne suis pas cantonné à la contemplation, je suis engagé dans l'histoire, pris dans le mouvement, les possibles, les rencontres, les incidents, les accidents. Nous avons tendance à l'oublier, mais le chaos est le propre de la vie. Il est son essence même, puisque la vie est mouvement. La crise ne fait qu'intensifier ponctuellement ce phénomène. Elle est, elle aussi, le propre de la vie. À la fin du XIXe siècle, la bataille faisait rage aux États-Unis entre les Amérindiens et les Blancs qui cherchaient à les déloger de leurs terres ancestrales. Massai, un guerrier apache, avait rejoint les troupes de Geronimo et s'était battu à leur côté jusqu'à leur reddition. Il fut l'un des derniers à être rattrapé par l'armée américaine et jeté dans un train-prison en direction de la Floride, 2000 km plus loin. En cours de route, il réussit à s'échapper de ce train, décidé à retourner à pied chez lui. Le chemin est très long. Il sait qu'il est sans doute l'un des derniers survivants de son clan. Il lutte contre le désespoir qui s'empare de lui. La solution de facilité aurait été de rester dans le train et d'attendre de voir. Les seuls Amérindiens qu'il croise sont morts ou en fuite. À l'exception d'un groupe qui s'est établi dans un village et fait commerce du maïs qu'il cultive. Massai est offusqué. Les guerriers ne sont pas des paysans, des sédentaires. C'est l'humiliation.
lui-même se promet, ne perdra pas sa dignité en devenant cultivateur, il restera guerrier, quitte à en mourir. Hollywood a sans doute romancé la suite de l'épopée de Maasai, le dernier Apache, pour en faire un somptueux western, Bronco Apache de 1954. Maasai réussit, malgré tous les obstacles, à regagner cette terre. Il est porté par son objectif. Rien ne peut l'arrêter. Pourtant, sur place, c'est la déconvenue. Il ne reste plus personne. Il ne reste plus rien. Maasai est prêt à baisser les bras. Son épouse le pousse à sortir de cette impasse de la lamentation pour suivre le mouvement de la vie. Il le fera à sa manière, comme un héros, et il retourne à l'action. Sur cette terre réputée non cultivable, il va inventer une manière guerrière et héroïque de planter du maïs. Nous avons, nous aussi, parfois la pression de devoir, pour survivre, accepter des missions qui ne sont pas à notre hauteur, qui sont aussi humiliantes que l'agriculture l'est pour un Apache Maasai. Lui relève le défi avec tellement de cœur, de beauté, que sa mission devient grandiose. Il va aller vers la vie. Il va vivifier la vie. Les Blancs, quand ils le retrouvent, céderont devant cet exploit. Un problème n'a aucun pouvoir, pas même celui de nous écraser, ni de nous achever. Pourquoi nous abandonnons-nous dans cette contemplation et nous considérons-nous impuissants face à lui? Oui, mon entreprise périclite et je risque la faillite ou le chômage. Oui, mon couple bat de l'aile et je risque le divorce. Mais je ne suis pas au spectacle. Je suis déjà engagé dans cette crise. Heureusement d'ailleurs. Un spectateur n'a aucun moyen d'action. Moi, j'ai le devoir d'agir, de questionner, d'ouvrir des portes. Ici et tout de suite.